Vous êtes là, nous sommes là, c'est tant mieux. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission avec les rencontres et une belle rencontre, je l'espère, inspirante, je l'espère également. Et puis vous aurez peut-être l'occasion de l'approcher, cette personnalité que nous recevons sur ces canapés, au travers de son enseignement, de son expertise et de ce qu'elle a à vous proposer dans son accompagnement qu'on va détailler dans un instant. Sonia Jean est là. Bonjour Sonia. Bonjour Marc. Du Tarn. Oui, exactement. Voilà, c'est là-bas que vous y êtes bien. Oui, j'y suis très bien. Depuis longtemps vous vivez là-bas? Je suis là-bas depuis 3 ans. Bon, et on rassure tout le monde, c'est pas parce que vous êtes à Tarn qu'on est obligé d'aller à Tarn pour suivre votre accompagnement et enseignement. Hein. Non, 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 absolument pas. Je ne travaille plus en présence aujourd'hui. D'accord. J'ai eu travaillé de cette manière lorsque j'habitais à côté de Toulouse. À Léguevin, j'avais un centre de bien-être. Donc un côté où je faisais les méditations, les ateliers, j'ai fait des formations de thérapeute, des stages de médiumnité. Et une partie du centre qui était attribuée à mon cabinet de thérapeute. Aujourd'hui, la Covid m'a amené à travailler, à avoir un autre angle de mon activité, à travailler différemment parce qu'on m'a forcé. Et finalement, j'ai essayé d'exploiter au maximum les conditions, j'appelle ça de la résilience, dire voilà, je ne peux plus avoir ça, comment avec ce que j'ai, je peux continuer à travailler et ne pas arrêter mon activité. Donc, j'ai mis en place une activité en ligne et aujourd'hui, je travaille principalement en ligne, à part pour les stages de médiumnité, les formations de thérapeute. Maintenant, je loue des endroits et je vais à la rencontre des personnes. Mais pour mes accompagnements personnalisés, c'est en ligne. Alors, je regardais parce que chaque personne qui vient s'installer sur ces canapés, on fait ce qu'on appelle une fiche de production qui nous permet d'avoir des éléments. Et je vois marqué donc thérapeute, médiumnité, karmique, coach spirituel, etc. etc. Donc le champ des possibles hein, chez Sonia est très très vaste. Oui. Qui êtes-vous? Alors déjà, Sonia, c'est juste une femme une femme simple qui essaye du mieux qu'elle peut d'apporter à travers ses connaissances, ses expériences et ses apprentissages à travers la vie, mais aussi des formations, d'accompagner les personnes et de les aider à aller mieux dans leur vie. Déjà, de manière générale, c'est ça. Donc vous êtes thérapeute? Exactement. C'est quand même mon activité principale. Après, pour moi, c'est comme si la médiumnité, le karma, les livres, les oracles, ce sont des outils que je mets dans ma caisse et que je vais utiliser pour aider ces personnes. Je crois pour moi, on est multipotentiel. Tout le monde a un talent spirituel, mais il ne faut pas se comparer les uns aux autres. Parce que peut-être ce que certains voient en moi disent « Ah, c'est bien, mais eux-mêmes ont un talent que moi, je ne pourrais pas utiliser. » On a tous quelque chose à apporter dans ce monde. Et j'essaye humblement, en tout cas, du mieux que je peux, apporter à travers tous ces outils quelque chose aux personnes pour les accompagner. Mais c'est vrai que c'est de la thérapie, j'appelle ça de la thérapie, parce que j'accompagne les personnes, mais d'une manière à vraiment les aider dans une forme de longueur. C'est pas juste faire un soin énergétique, c'est les aider à travers tout simplement des fois voilà, de sentir énergétiquement qu'ils ne sont pas bien, donc on va faire un nettoyage, mais aussi de travailler avec des personnes qui peuvent avoir des traumas d'enfance importants, d'abus, de violence, peu importe, que j'ai pu vivre aussi dans ma vie. Et donc, à ce moment-là, on n'est plus seulement dans le soin énergétique, on est plutôt dans la thérapie. Bon, on verra effectivement votre parcours de vie, parce que c'est ça aussi le principe de cette émission, c'est de voir un petit peu... Vous savez, on est parti d'un constat qui est très simple, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un a besoin dans sa vie d'être accompagné par un thérapeute, un coach, un accompagnant de vie, enfin peu importe, le principal c'est de sentir cette personne. Est-ce que cette personne me correspond? Est-ce que la vibration de cette personne est faite pour moi? Et c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir échanger, de vous entendre, très concrètement, sur votre parcours de vie et ce qui a fait la femme que vous êtes aujourd'hui. Alors, on ne peut pas passer à côté de vos tatouages. Non. Non. On est d'accord? On est d'accord. Bon, on ne peut pas passer à côté de vos tatouages. Ces tatouages, ils ont évidemment une signification. Oui. Et on a pour principe de dire que dans ces émissions, on ne fait pas de prosélytisme, on n'a pas de dogme, etc. Or, vous, la dimension spirituelle, voire religieuse, est quand même très présente. Et au travers de vos tatouages. Tout à fait. Alors c'est vrai que, en effet, moi je suis pour le respect de chacun. Chacun ses croyances, ses valeurs, son histoire. Et si on veut soi-même être respecté, il faut respecter les autres. Il n'y a pas de vérité absolue. On a chacun notre propre vérité. Des personnes me disent « je ne suis pas d'accord avec ça », et bien c'est OK.
Moi, c'est ma vérité à travers mon expérience, mais tu peux avoir, toi, une autre expérience, un autre regard, puis on grandit, on évolue, et c'est à travers les autres, justement, et les autres avis qu'on peut dire, ah, peut-être, oui, là, il y a peut-être quelque chose que je n'avais pas au niveau de ma connaissance. Donc tolérance déjà, tolérance et respect. Exactement, indulgence, tolérance, acceptation des autres. C'est ce qui fait le monde. Tout le monde pensait la même chose, mais ça serait extrêmement ennuyeux. Puis on a à apprendre des autres. Et si on reste dans nos croyances, ben, on se ferme finalement, on ne s'ouvre pas à quelque chose de beaucoup plus grand. Mais c'est vrai que moi, mes tatouages, c'est la dimension spirituelle, religieuse, je dirais pour moi chrétienne, mais pas ancrée dans une religion spéciale. C'est ma connexion, moi. J'appelle Dieu, certains l'appellent le divin, d'autres l'appellent le cosmos, d'autres l'appellent le Tao, d'autres l'appellent l'univers, selon les cultures ou les croyances et les religions. Et je pense qu'il faut accepter tous ces termes. Et c'est pour ça que des fois, dans mes publications, par exemple, je peux mettre une prière pour bénir sa maison. Je mets Dieu, mais je mets toujours, tu peux choisir le terme qui résonne avec toi. Tu peux mettre univers à la place, divin. Fais selon ce qui va résonner dans ton cœur. Ce qui est important, c'est la foi que tu y mets et l'intention. Donc si ce terme ne te convient pas, change-le. Il n'y a aucune difficulté avec ça. Mais c'est vrai que sur moi, je porte ancré un peu mon histoire. Ça plaît ou ça plaît pas. Mais généralement, les gens l'acceptent assez facilement. Mais après, je suis tout à fait d'accord que pour certaines personnes, en effet, cette vibration, ce que je vais dégager ne résonne pas. Mais ils trouveront une personne qui va résonner avec eux. Oui. Et c'est OK du moment qu'ils trouvent la personne qui va les aider bien sûr. Voilà, dans leur vie. Alors, vous avez dit quelque chose en avant-propos que j'ai trouvé très intéressant. Vous dites on a tous une dimension spirituelle. Oui. Et pourtant, il y a plein de gens, quand on leur parle de cette dimension spirituelle, vous dites c'est pas pour moi ça. Alors, peut-être parce qu'ils l'ignorent encore, peut-être qu'ils n'ont pas encore passé d'un côté où ils peuvent la voir. Et moi aussi, j'ai fait beaucoup d'années, 40 années, où je n'ai rien vu de tout ça. Aujourd'hui, même des fois, je repense à des choses que j'ai vécues. Je me souviens d'une personne, j'étais dans un parc d'enfants avec ma plus jeune fille, et un monsieur est venu à côté de moi et il m'a dit « Vous semblez triste et perdu ». Et je l'étais. Sincèrement, j'étais extrêmement perdue dans ma vie, très difficile financièrement. Stabilité familiale, c'était zéro, chaos au plus profond. Ouais. Et il m'a dit, peut-être justement, Jésus pourrait vous aider. Il avait ce discours, je l'ai écouté parce qu'il était assis à côté de moi, je n'avais pas spécialement le choix. Et il avait eu un discours à ce moment-là, il m'avait juste dit de prendre une croix, de mettre une photo de moi derrière et que du coup ma vie changerait. Et pourtant, je n'étais pas du tout dans cette dynamique de la spiritualité, mais je l'ai fait. Mon frère qui est décédé avait offert une croix à ma mère. Et c'est le seul objet que j'ai de mon frère qui est décédé. Et donc j'ai été chercher cette croix, que j'ai toujours d'ailleurs, et j'ai mis une photo. Et je l'ai cachée parce que j'avais un peu honte de la mettre et de dire que j'avais fait ça. Donc je l'avais mis derrière un meuble, mais dans ma tête, je me disais peut-être ça va changer quelque chose. Et aujourd'hui, je me rends compte, en fin de compte, que déjà à ce moment-là, on essayait peut-être de m'amener vers une certaine dimension que je n'avais pas vue, mais j'ai été aussi aveugle, voilà, j'étais dans mes schémas, dans mes croyances à ce moment-là. C'est pour ça que je ne jette pas la pierre à ceux qui peut-être, je dirais, ne sont pas réveillés à une autre dimension. Mais c'est leur chemin, c'est leur parcours. Et c'est vrai que oui, je peux rencontrer des personnes, même moi en face, qui me disent « mais t'es perché, c'est n'importe quoi, j'y crois pas ». Voilà, j'ai eu des commentaires sous des vidéos qui étaient dans ce système. Et puis c'est OK, voilà, je me dis, bon, c'est leur vision des choses, il faut la respecter. Vous avez su qui était, in fine, ce monsieur qui vous a parlé sur ce banc ou pas? Non, ah, absolument non, pas du tout, hein, c'est tout. Je l'ai remercié, puis après il est parti, et au revoir, et voilà. Ouais. Mais aujourd'hui, je me suis dit, c'était un messager, à un moment donné, une main tendue pour me dire, regarde, peut-être tu peux aller chercher du secours, une ouverture par ce biais-là, que je n'ai pas véritablement vu à ce moment-là, mais je n'ai pas oublié. J'ai pas oublié, je me dis, ah mais finalement, je pense qu'on a des messagers comme ça qui viennent dans notre vie, où on les voit pas, où on n'accroche pas. Des personnes me disent, non mais moi, personne n'est venu m'aider, j'ai jamais rien eu. Et je pense que si, mais on les voit pas. Je pense qu'on n'est pas assez ouvert, et notre société aussi nous amène dans ces peurs, dans ce contrôle, dans cette maîtrise, et on a du mal à lâcher prise. Alors ça veut dire que donc vous avez mis cette photo sur cette croix, oui. et de là en arriver
à ce que vous êtes aujourd'hui et avec justement C'est pas ça tous qui a ces été le tatouages. déclenchement véritable. C'est pas ça? Non. Non. C'était quand j'ai fait mon burn-out Ouais. au niveau professionnel. J'avais 41 ans. Et là, je pense, je me suis retrouvée, j'avais 42 ans. Je me suis retrouvée à l'hôpital, aux urgences, pour écarter un risque d'infarctus. Et là, je me suis dit, Sonia, pose-toi des questions réelles sur ta vie. Réellement, dis-toi comment ça se fait que tu te retrouves là, ici. Ça a été quelque chose qui a été un déclencheur pour moi. Et je suis arrivée le lendemain de mon travail, ou le lundi, et j'ai dit à mon ex-patron, je veux partir. Qu'est-ce que vous faisiez? J'étais responsable commerciale. J'ai toujours aimé la communication. Maintenant, c'est la communication du subtil, mais j'étais déjà dans la communication. Donc, comme quoi, tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est en bas est en haut. Je pense qu'il y a toujours un lien. Bon, lui, il n'a pas du tout accepté, il l'a mal pris, parce que c'est moi qui gérais la société, je connaissais tous les clients, donc d'un coup, il se disait, mais comment je vais faire? Mais C'était une question de survie, quoi. Ah oui, c'était une survie, ouais, oui. Ouais. Voilà. Donc, il y a cette prise de conscience. C'est vrai que c'est fou, hein. On a souvent ce genre de témoignages. Il faut avoir la tête face au mur pour prendre conscience des choses et de se dire, à un moment donné, il faut peut-être penser à soi. Il faut peut-être penser à son être. Et ce que nous dit le corps, qui nous dit stop, temps mort, et reprends-toi et repars. Mais ça n'explique toujours pas le fait que vous ayez cette dimension si spirituelle, voire religieuse. Sur moi, alors. Ensuite, j'ai commencé à me mettre, donc là, il y a eu tout un parcours. J'avais une amie qui était là-dedans, mais je le savais sans le savoir, qui s'est fait sans boulot, je l'ai fait rentrer dans ma société. À ce moment-là, au moment où je voulais partir, ça faisait 2 mois, donc elle a commencé à me parler de méditation, de Bouddha, de choses comme ça. Elle me disait, viens méditer, mais moi j'étais encore au stade où j'allais plutôt boire un verre. Et bon, voilà, l'alcool était un peu une difficulté pour moi à cette époque. Et, mais petit à petit, les petites graines commençaient à pousser. Donc j'étais plus dans ce côté spirituel, méditatif. Et en fin de compte, je pense que le déclenchement, c'est vraiment passé à travers des visions que j'avais, où je commençais à avoir des visions de Jésus, des visions plus spirituelles, plus peut-être chrétiennes. Je vais utiliser plutôt ce mot-là que religieux. Il me parle plus, en tout cas aujourd'hui. Et j'ai commencé, alors au début ça me faisait peur, j'en parlais pas. Et puis petit à petit, j'ai commencé à lâcher prise. Et c'est venu progressivement. Il n'y a pas eu vraiment un déclenchement, c'est progressivement à travers mes connexions, d'avoir des messages et de ressentir de l'amour, quelque chose qui m'a marqué à travers ça. Et j'avais une personne à cette époque-là qui me soignait, qui s'appelait Anna, et qui était vraiment dans ce contexte-là aussi, qui m'a fait une initiation qui s'appelait l'initiation du corps christique, de la flamme dorée. Et donc on faisait une prière, on appelait le Christ. Et donc je l'ai fait une première fois, j'ai arrêté, ça ne me parlait pas, je bloquais ce qu'il y avait, le mot Christ. Et je me disais, oh là là, non, je n'étais pas encore prêt. Et je le refais un petit peu plus tard. Et là, par contre, en moi, ça a développé quelque chose. Je pleurais à chaque fois que je récitais cette prière. J'ai senti que vraiment, il se passait une transformation en moi. J'en parle d'ailleurs dans mon premier livre où je me suis auto-édité, qui s'appelle Juste de l'amour. Vous avez écrit 2 livres. Voilà, j'ai écrit 2 livres, mais j'en ai écrit un premier. 2 livres sur la maison d'édition Erol et un premier livre que moi j'ai moi-même édité. Il n'y en a plus aujourd'hui, j'ai fait 200 éditions et je les ai tous vendus. Et où j'explique justement tout ce parcours qui s'est fait jusqu'à un moment donné à me sentir totalement reliée avec cette énergie chrétienne. Et là, j'ai eu ce besoin. J'avais déjà des tatouages. Quand même, j'ai toujours aimé les tatouages. Mais là, du coup, j'ai commencé à faire des tatouages qui me correspondaient plus, comme si j'avais envie de marquer dans mon corps quelque chose que j'avais envie de véhiculer. Je ne l'ai pas toujours assumé au départ, mais aujourd'hui, je l'assume complètement. Oui, parce que là, pour le coup, vous le laissez paraître sans problème. Oui, non, tout à fait. Ouais, et c'est la croix que j'ai fait en premier. Et par contre, je suis rentrée chez moi et je me suis mise à pleurer. J'ai mis mon blouson, je suis sortie du tatoueur, j'ai mis mon blouson jusqu'en haut. Et je suis rentrée, j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Tout le monde va te voir, on va te faire du mal, on va te juger. Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Et d'un coup, je n'assumais plus du tout ce que je venais de faire. Sauf que je venais de le faire. C'est gênant, trop c'est tard. fait. Ouais. Voilà. Et je pense qu'il y avait tout un côté d'assumer, en fin de compte, cet amour que j'avais, que je n'assumais pas. J'en parlais d'ailleurs pas sur les réseaux, je ne faisais pas de prière.
Quand je voulais le mettre sur la story, je disais: «Non, non, 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 les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont me juger» et j'effaçais la story. Alors qu'aujourd'hui, j'assume pleinement. C'est ma manière à moi de véhiculer l'amour, mais sans mettre jamais, de consonance religieuse. Mmh. Voilà, je veux que chacun prenne ce qu'il a envie de prendre. Mmh. Ça résonne, OK, ça résonne pas, c'est OK. Mais je veux absolument pas faire une espèce de propagande, c'est juste à travers moi véhiculer quelque chose qui me porte. Mais voilà, je ne suis pas là pour prêcher quelque chose. Oui, ça c'est très important de le dire, Oui, parce qu'on pourrait s'imaginer d'un seul coup qu'on va rentrer dans une dimension très christique, comme vous l'évoquiez, oui. ou mariale, ou quelque chose voilà, Non, non. qui a un rapport avec une religion spécifique. Non, 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 non. absolument pas. C'est votre ressenti, c'est votre histoire, c'est votre Exactement. parcours, mais vous ne l'imposez pas, en tout cas. Dans Exactement. votre accompagnement, qui plus est. Non, Ouais. ah non, non. Ah, dans l'accompagnement, c'est totalement neutre. Il y en a qui viennent pour moi ça. Ils disent: «Oui, j'ai vu que tu aimes Marie». Voilà. Mais après, moi, je reste totalement neutre. Je suis là pour aider quelqu'un. C'est son histoire. Donc moi, il faut totalement que je me détache pour pouvoir être là pour la personne, disponible, puis neutre aussi, parce qu'elle me raconte des choses qui sont des fois difficiles. Donc, il faut absolument pas faire l'amalgame entre soi et l'autre. C'est pour ça que c'est très important d'être bien avec soi-même. Quand on commence à être thérapeute, je vois beaucoup de personnes des fois qui entament des formations d'énergéticiens, énergéticiennes, thérapie, peu importe ce qu'on veut faire, magnétisme, voilà, kinésiologie, sophrologie, et elles n'ont pas réglé des problématiques d'enfance, de violence. Et je dis non, il faut que tu sois en paix. Comment tu veux répondre aux questions de quelqu'un quand toi-même tu es en questionnement et que tu ne sais pas répondre à tes propres questions? Et puis d'expérimenter les choses, ça te permet d'avoir une vérité. Qu'on te dise quelque chose, tu lis quelque chose dans un bouquin, ou qu'on te le dise, ou quelqu'un en formation, c'est une connaissance. Mais tant que tu ne l'as pas expérimenté, ça ne peut pas devenir une forme de vérité. C'est juste une connaissance, mais c'est la connaissance de quelqu'un d'autre. Peut-être toi, quand tu vas l'expérimenter, tu ne vas pas du tout ressentir les mêmes choses. Donc il faut soi-même déjà traverser pour pouvoir après aller vers l'autre. Enfin, pour moi, c'est très important. Et puis même, comme je dis, tu ne peux pas servir à boire quand ta carafe est vide. Si toi, tu n'arrives pas à te donner de l'amour, à répondre à tes propres besoins, comment tu peux répondre aux besoins de quelqu'un d'autre? Donc il faut d'abord traverser ses propres terres noires, ce que j'appelle, te nourrir avec de l'amour, avec ta vérité, et après, tu vas être pleinement disponible pour l'autre. Et tu ne viendras pas chercher peut-être un miroir ou quelque chose à travers le soin. C'est ce que certains appellent la nuit noire de l'âme, notre Exactement. nuit noire de l'âme. Vous avez eu Exactement. la vôtre, Oui, vous l'avez acceptée, assimilée, travaillée donc, oui, essentielle, c'est ce que vous venez de dire. oui. De quelle manière vous l'avez travaillé? Parce que là, on est resté sur l'histoire du burn-out, on est resté sur la prise de conscience que vous ne vouliez plus faire le travail que vous faisiez Oui. là aujourd'hui, que vous rencontrez. On se rend compte quand même qu'il y a des tas de gens hein, qui viennent à vous et qu'on vous pousse vers ça. Hein. Ah, tout à fait. Oui, tout à À fait. quel moment vous vous dites, d'abord, quel est le travail que vous allez mettre en place pour vous avant de commencer à vouloir accompagner les autres? Alors, ça a été différentes périodes. Alors moi, dès le départ, je suis partie sur le principe que vous me mettez sur le chemin les personnes dont j'avais besoin. Alors après, évidemment, on va à la rencontre, on fait des formations, donc on rencontre quelqu'un, mais j'ai rencontré énormément de monde et j'ai pas été avec tout le monde. Donc il y a une sélection naturelle qui va se faire. Oui. Donc j'ai commencé par des soins énergétiques, des thérapies, mais après un travail aussi personnel, d'introspection, d'apprendre à connaître mon histoire, de connexion. J'ai peut-être, je ne sais pas si c'est un avantage ou pas, mais le fait de ma médiumnité, je reçois beaucoup de messages. Et donc, ça me permet d'avoir des informations, de savoir qu'est-ce que je dois travailler ou pas. Donc, j'ai eu des parcours seuls, où je me suis soignée en auto-introspection, en m'aidant. Et quand je sentais que j'arrivais à un moment où mon mental m'empêchait d'aller plus loin, parce qu'on a tous des filtres mentaux, on va tous être limités à un moment donné, de me remettre à quelqu'un d'extérieur qui, lui, n'est pas impliqué. Et au fur et à mesure, j'ai rencontré différentes personnes et qui m'ont aidée dans mon chemin, qui m'ont transcendée. J'ai fait des formations de thérapie, des formations d'énergéticienne pour me former. Donc, même si je ne faisais pas les soins, je rencontrais des personnes. Ça me permettait de m'expérimenter, de me comprendre. Et j'ai d'abord créé mon association, Anahata, où donc là, on a commencé à faire des petits ateliers de connexion à l'âme, des petits ateliers de méditation pour
pour se relâcher, pour se détendre, travailler son mental, mais des choses vraiment très simples, hein. On a démarré par ça. Et puis, c'est au fur et à mesure que les gens me disaient, mais t'es pas médium, mais parce que je recevais des messages, je disais, mais fais attention, il y a ça. Je me disais, mais comment tu le sais? Donc, petit à petit, j'ai commencé aussi à m'ouvrir à travers ça. Et seulement, bien 2 ans après, je me suis sentie prête à me mettre à mon propre compte pour aider, pour soigner les personnes. À ce moment-là, je me suis dit, bon, est-ce que j'étais vraiment prête? Non. Mais moi, en tout cas, j'ai senti que c'était le moment de pouvoir me lancer là-dedans. L'appel était là. Oui. Ouais. Après, je reste humble. Je pense que même si il y a une forme de connaissance, de maturité plutôt, pour moi, on reste des apprentis toute notre vie. Oui, je pense que le Je chemin ne suis pas là à un stade à me dire, ça y est, c'est acquis, c'est super, tout le monde peut venir à moi. Non. Je pense que la vie des gens en elle-même, c'est une expérience jusqu'à la fin. On apprend tous les jours de la vie. Et dans le chemin spirituel, je pense que le chemin n'est jamais fini. Même si on arrive à un stade de paix intérieure, de connaissance, de recul par rapport aux situations, on reste des apprentis toute notre vie. Il faut rester humble avec ça quand même. Ça, c'est intéressant, Sonia. Cette paix intérieure dont vous parlez, vous l'avez aujourd'hui? Alors, voyons. Je pense parce que que oui, ça, si vous avez la clé du truc, je veux bien. Non, je ne pense pas que j'ai la clé, le non. secret de la paix intérieure. Puis je pense que tout dépend des attentes de chacun. Il y a des personnes, ils vont se sentir en harmonie parce qu'ils adorent voyager. Il y en a d'autres qui se sentent en harmonie avec l'art, donc c'est quand ils peignent qu'ils se sentent en paix. Donc je pense qu'il faut trouver ce qui nous rend paisibles, ce qui nous aide à nous sentir ancrés. Je pense que ce monde a peur. Moi, la première chose que je sens à travers les personnes aujourd'hui quand je les soigne, c'est on a peur. On a peur de l'avenir, on a peur de l'échec, on a peur de nous-mêmes, on a peur de l'autre. Les gens ont peur des gens à l'extérieur, des endroits où ils vont. Et toutes ces peurs nous désancrent en quelque sorte, nous empêchent d'être pleinement dans ce monde, de l'accepter. C'est comme si on était dans ce monde, mais on ne faisait pas partie de ce monde réellement, on ne venait pas de ce monde. Donc, il y a une espèce de décalage, j'ai l'impression qu'on est des fois un peu comme des robots, on fait ce qu'il y a à faire, mais on n'est pas véritablement avec soi-même. Et c'est ça qui nous empêche d'être en paix, parce qu'on n'arrête pas de se projeter sur des choses, un avenir, mais souvent on ne le projette pas en se disant oh, mais ça va être génial, tout va bien se passer. Souvent on projette en disant ah non, mais si à l'avion il y a ça, mais si je prends le train il est en retard, ah mais si je vais être malade. Mais toutes les projections sont d'une manière plutôt négative que de se dire non mais et si finalement tout se passait super bien. Et c'est ça qui crée ces peurs. Donc soit on est dans le passé, on a la nostalgie, donc on a tendance à être morose, à avoir envie de ne pas faire grand-chose. On ne s'intéresse pas à grand-chose parce qu'on n'a pas réglé nos problèmes avec nos parents. Le petit enfant à l'intérieur de nous, il n'est pas bien. Une relation qu'on n'a pas réglée aussi, une ancienne relation qu'on n'a pas réglée. En tout cas, c'est le passé. Et quand on est trop dans le futur, à vouloir contrôler, se rassurer, eh ben, on crée des peurs. Donc, en fait, on est toujours dans une espèce d'ambivalence entre le passé et le futur. Alors qu'en fin de compte, la seule chose qui compte, c'est là ce que tu fais là maintenant. Moi, je dois prendre un avion, mais je ne me pose pas la question de ce qui va être en retard ou pas. Je suis là et j'essaye de vivre mon moment pleinement. Et je commence à penser, ah oui, non, mais si je suis en retard, et si le taxi n'arrive pas, et après, et si mon avion est en retard, ah mais ce soir, oh, du coup, je vais rentrer tard. Et oui, et après comment? Oh, mais c'est fini. En fin de compte, ce moment-là, je ne vais pas le vivre pleinement, je ne vais pas en profiter, je ne vais pas être présente. Et ça ne m'intéresse pas. Je me dis, tu es là. Quand tu sortiras, tu penseras à ce qui se passe dehors. Et ça, c'est un travail long avant. Je ne pensais que ce qui allait se passer plus tard. Et les gens, c'est ça. Ils ne sont pas dans le moment. Ils se projettent toujours sur plus tard. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Et hop, et ça mouline. Non, là, tu es là. Plus tard, ça n'existe pas. Ne le projette pas parce que tu ne sais même pas comment ça va se passer. C'est toi dans ton mental qui projette quelque chose à travers tes peurs, tes filtres, ton expérience, mais ça n'existe pas pour l'instant. Donc, vis ce que tu as à vivre. J'aime beaucoup cette phrase, une phrase de la Bible, mais qui dit « Ne te préoccupe pas de demain, demain se suffira lui-même. » Ou alors, aucune inquiétude n'a rajouté des jours à ta vie. Ça ne sert à rien de t'inquiéter. De toute façon, ça va faire quoi? Tu ne vas pas vivre plus longtemps, tu ne vas pas être plus... Je veux dire, tu ne peux pas maîtriser ça, on ne peut pas contrôler.
Donc plus on essaye de contrôler, plus on se met dans la peur. Donc la paix, c'est ça pour moi, c'est arriver à se dire, je profite du moment. De toute façon, je ne peux pas maîtriser. Donc je fais du mieux que je peux. Voilà, j'amène ma contribution et après, je lâche prise. Et ça me fait beaucoup, là je parlais de l'avion, la métaphore de l'avion, finalement, quand on prend l'avion, on fait confiance à un conducteur. Je ne suis pas à côté, dans son cockpit, en disant, bon, ça va, tu as pris la bonne direction, on va à la bonne vitesse, tout se passe bien. C'est pour ça que on je va n'aime pas arriver à prendre quelle heure? l'avion, parce que C'est là, pas pour le coup, possible. on est dans ce lâcher-prise total. Mais tout à fait, bien total. sûr, une obligation, bien sûr, mais bien sûr. Et puis même, on fait des choses tous les jours qui nous amènent au lâcher prise. Quand on fait une commande, des fois, je le dis à mes patients, quand tu passes une commande sur Internet, après, tu vas dans les bureaux de la société pendant qu'ils sont en train de faire ton colis. Tu suis la personne, le facteur, pour voir jusqu'à... Ben non, tu commandes, tu payes, et après, tu attends que ça arrive dans ta boîte aux lettres. Et ben notre vie, c'est exactement, on est censé commander, on lâche, et après, on laisse le déroulement jusqu'à l'issue. Alors que par nos peurs, on a tendance à vouloir contrôler tout le déroulement pour arriver à l'issue qui nous convient. Alors qu'on sait que la vie, généralement, ça se passe rarement comme on l'a prévu. Et c'est la vie, c'est comme ça. C'est intéressant parce que vous avez dit, vous avez pris une référence biblique. Oui. Et ça me rappelle, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un documentaire qui a été diffusé, enfin pas un documentaire, mais il y a une émission, il y a une série sur la vie du Christ qui a été faite sur Netflix, Oui. qui a été vue par 630 millions Je de faisais. personnes. Exactement. Oui, je la regarde. Vous regardez la série? Bon, moi je ne la regarde pas, mais je connais des gens qui la regardent. Bon. Et ces paroles-là, j'ai des gens qui m'ont dit, j'ai regardé cette série. Redites le titre parce que j'ai pas retenu. Alors, C'est j'ai un accent anglais. Chosen. Voilà, exactement. Chosen. Mon accent anglais n'est pas des meilleurs. Ah, c'est Chosen. Exactement. Voilà. Et 680 millions de vues pour cette série qui est apparemment incroyable. Et il y a des gens qui se sont considérablement retrouvés dans la parole biblique, donc du Christ, de Jésus. Et c'est ni plus ni moins que les théories du développement personnel. Tout à fait. Mais je pense aussi que le réalisateur a voulu l'aborder de cette manière. Oui. Il veut l'aborder, il a fait vivre les personnages. Avant, les films que l'on pouvait voir de Jésus, c'est à ses apôtres, il marche, il récite les paroles de la Bible. Il n'y avait pas un vécu à travers les personnages. En fin de compte, moi, regardant la série, ces apôtres qui étaient près de lui sont presque aussi importants que son rôle à lui. Et on peut, du coup, facilement s'identifier dans nos vies à travers les difficultés qu'ils peuvent vivre. Par exemple, avec Eden qui perd son enfant, donc qui vit toute cette douleur et ce deuil, comme une femme qui pourrait aussi vivre une fausse couche, parce que c'est ce qu'elle vit. Donc il y a une identification qui se fait, qui fait que ça rapproche même des personnes qui ne sont pas dans ce domaine. On regarde la série parce qu'on voit une histoire. On voit une histoire de 13 hommes, en quelque sorte. Et après, il y a d'autres personnages, Marie-Madeleine, tout ça, qui sont à côté, mais qui sont très importants, évidemment. Mais on voit une histoire. On voit des histoires d'hommes comme on pourrait nous le vivre à une époque, une autre, mais c'est ça. Et je pense que c'est ça qui touche le cœur des gens et qui fait que cette série fait un succès au-delà de ce côté chrétien ou religieux qu'on pourrait voir dans la série. Oui, c'est une série qui est assez remarquable, qui est admirablement bien jouée par des acteurs qui sont formidables. Et à ça s'ajoute le fait que c'est une série qui a été entièrement financée par le public. Mais bien sûr. Avec des appels aux dons. Mais il a eu du mal au départ. C'était difficile. La première saison, personne ne regardait. Il faisait la diffusion gratuite. Et c'est la Covid qui lui a permis, en fin de compte, à travers Netflix, de pouvoir basculer. D'un coup, ça fait 1 an à peu près, un an et demi, 2 ans que ça a pris, mais les 2 premières saisons ont été très difficiles. Allez voir éventuellement cette série, Chosen. S'il y en a que ça intéresse, de jeter un petit coup d'œil. Oui, c'est assez intéressant. Après, mais ce qui est fascinant chez vous, Sonia, c'est que c'est fou de savoir que vous n'étiez pas issu du tout de cela, de cet univers-là, de ces croyances-là, de ces ressentis-là, de cette spiritualité-là, et que vous en soyez là aujourd'hui. C'est incroyable à quel point ça vous habite aujourd'hui au point de le graver dans la chair, quoi. Oui, c'est vrai que mes parents ne nous ont jamais amenés... Alors, quand même, mes grands frères et sœurs, très grands frères et sœurs, vous étiez 9 enfants. Voilà, donc 6 filles et 3 garçons. Et eux, ils ont fait leur catéchisme. Quand on arrivait à Virginie, Frédéric, qui est le 4e, après moi, il y avait Nadia, Virginie, Frédéric,
Mes parents ont déménagé. Il fallait que Virginie refasse son année. À ce moment-là, l'église ne voulait pas accepter. Ils sont déménagés en cours. Ma maman m'a dit à l'époque, on ne se sentait plus dans cette énergie-là. Donc on a tout arrêté. Donc nous, les 3 dernières, mes parents n'ont jamais voulu. Enfin, j'avais une amie qui, des fois, allait à l'église, elle m'amenait. Et je sentais qu'il y avait un appel. Et je rentrais à la maison et je disais à maman, je veux y aller. Elle me disait non, 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 moi je veux plus rien avoir avec ça, avec ce milieu-là. Donc elle l'a refusé. Ce que j'ai fait aussi pour mes filles. C'est-à-dire quand elles m'ont demandé qu'elles ont eu cet appel, je dis non, 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 moi c'est pas du tout mon milieu, je veux pas du tout. Alors aujourd'hui, elles doivent rigoler quand même. Ah oui, non, Vos non, mais filles, c'est clair. Elles doivent se dire what. Comme quoi, il y a des choses qui se répètent, mais qui peuvent se modifier. Tout n'est pas figé. C'est ce qui m'intéresse dans la vie, c'est bien évidemment tout n'est pas figé. Mais c'est vrai que du coup, ça m'a ramené à ça. Mais il y avait quand même des petits signes. Je sais que ma maman me parlait toute petite de Sainte Thérèse de Lisieux, qu'elle aimait beaucoup. Donc, un jour, je suis allée acheter le livre de son histoire et je l'ai lu, qui est une histoire fascinante de cette jeune fille. Moi, c'est quelque chose qui m'impressionne, qui me dépasse une foi telle qu'elle a pu vivre. Mais donc il y avait des petites choses, mais c'est vrai qu'on ne nous a pas du tout amenés dans ce domaine. C'est quelque chose qui m'était complètement inconnu, qui me faisait peur et que je rejetais totalement. Et même la spiritualité en elle-même, c'était une découverte au fur et à mesure qui était complètement ouverte à des vérités. Et même je sais qu'il y a des moments de ma vie dans ce chemin, des personnes m'ont dit mais non, mais tu verras, tu comprendras telle vérité ou telle chose dans ton chemin. Et je disais non, 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 moi pas du tout. Voilà, je me fermais, c'est pas pour moi. Ouais, et puis en grattant un petit peu, j'ai commencé à faire des recherches et je me suis dit ah mais elle a peut-être pas tort. Et c'est ça qui est très important, c'est de s'ouvrir toujours à d'autres vérités, ne pas s'enfermer dans nos croyances. C'est comme ça peut pas être autrement. Non. Je pense qu'on peut voir toujours, ça dépend sous quel angle on regarde les choses, mais les choses peuvent être regardées sur une multitude d'angles. Et je pense que des fois, il ne rester que comme ça, dire bon, allez, je vais peut-être un petit peu changer de position. Ah ouais, quand je regarde comme ça, finalement, je vois les choses différemment. Et nous amener à réfléchir autrement. Après, on est OK ou pas à dire bah non, finalement, moi, ça ne résonne pas. Mais ça nous amène quand même à, pour moi, une richesse intellectuelle, spirituelle, psychologique, qui peut nous amener sur autre chose. Faut s'enrichir. Alors, vous parliez de cette médiumnité, parce que ça, c'est évidemment quelque chose qui est important et qui parle à tous ceux et celles qui nous regardent. Et dans la préparation de l'émission, vous disiez « Je voyais mon papa décédé ». Oui. Mais vous le voyez à l'époque de son vivant ? Non. Mon papa est décédé, s'est pendu quand j'avais 13 ans. Papa était violent et mes grands frères et sœurs ont commencé à s'interposer. Quand ils étaient petits, ils ne disaient rien. Mais après, mes grands frères, quand ils ont commencé à être plus grands, voilà, il y a eu quelques petites bagarres dans la maison qui étaient assez coriaces et péchues. Et donc, papa a décidé de partir. Ils ont dit on va faire un essai séparé parce que ça commençait à devenir très invivable à la maison. Puis papa a voulu revenir et nous, on s'y opposait. On ne voulait pas revivre ce qu'on avait vécu. Donc, moi, je devais partir en vacances au mois d'août en colonie. Et papa devait venir pendant que les enfants étaient tous un peu en vacances. On vivait quand même encore assez nombreux, à 5 enfants dans la maison. Et donc, c'était au mois d'août. Ils devaient faire un essai tous les deux. Nous, on n'était pas très enthousiastes parce qu'ils étaient seuls. Votre père et votre mère, hein. Voilà, avec maman. Et en fin de compte, au mois de juillet, on faisait un repas le samedi soir, le dimanche matin. Mon frère, pourquoi on ne sait pas, a été à la boîte aux lettres. Et il y avait une lettre, il l'a ouverte et dedans, mon papa expliquait qu'il serait pendu dans son appartement à tel endroit. Donc tout le monde s'appelait, tous mes frères et sœurs qui habitaient en dehors du logement familial, parce qu'ils étaient grands, s'étaient mariés, se sont appelés. Ils avaient tous une lettre, nous aussi. Donc on s'est tous réunis, mon papa s'est pendu. C'était le 17 juillet. J'avais 13 ans. Moi, j'avais eu 13 ans le 10 juillet. Et je suis partie en vacances, donc en colonie. Maman m'a dit, tu y vas, ça te changera les idées, il faut que tu partes. Et alors que j'étais dans la chambre, on était 8. C'était une grande maison, une colonie de vacances, comme on pouvait y en avoir
à l'époque. Et dans la nuit, et après plusieurs fois je l'ai vu, j'ouvrais les yeux et je le voyais comme une ombre noire, un peu comme un hologramme. Il était au pied de mon lit. Vous saviez que c'était lui? Ah, je sais, c'était mon papa, oui, oui, tout à fait, c'était lui. Et donc, j'ai fermé 2, 3 fois les yeux, ça me terrifiait. Puis après, au bout d'un moment, après, je ne voyais plus, je voyais un certain temps. Puis après, je fermais, je rouvrais, je voyais, je fermais. Puis il arrive un moment où j'ouvrais, je ne le voyais plus. Et ce matin-là, je me suis levée, j'avais besoin de me rassurer. Donc, je parlais avec mes petites camarades. Donc, on rigolait avec les filles. On avait entre 13, 14, 15 ans. Donc, des jeunes filles, des jeunes adolescentes. Et je dis, ouais, il m'est arrivé un événement très troublant cette nuit. Et je lui ai dit, j'ai vu comme une ombre, on aurait dit quelqu'un qui était là, je n'osais pas dire exactement. Et c'est véridique, hein. Je me souviens, moi j'avais le 4e lit qui était près de la porte, donc donc quand on rentrait, il y avait mon lit là, il y avait 3 autres lits là, il y avait 4 lits de ce côté. Et la jeune fille qui était là, je me souviens plus de son prénom, elle m'a regardée, elle m'a dit c'était ton père. Donc elle était sur mon médium aussi. Et je dis mais comment tu sais? Elle me dit parce que je le sais. Mais elle savait que votre père était décédé? Oui, mais elle n'avait jamais vu mon père. C'était une jeune fille qui venait en colo que je ne connaissais pas. Et ça m'a toujours marquée. À partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Je savais que je voyais des présences. Alors dans ma maison, toute seule, j'imaginais qu'il y avait des gens avec moi. Donc, je pense que je n'avais pas vraiment conscience. C'est vraiment après, adulte, quand j'étais dans le cheminement, que je me souviens, j'ai le souvenir de certains moments en me disant, bon voilà, c'était des entités, c'était ça. Mais est-ce que j'en avais vraiment conscience à cet âge-là? Non, je vais être honnête. Je n'étais pas dans cette maturité spirituelle, absolument pas. Maman aimait quand même aller voir des voyants, aller voir souvent pour connaître sa vie. Et elle m'amenait. Bon, on faisait des voyants, ils me disaient ce que j'avais pas envie d'entendre, donc je disais que c'était nul, mais en fin de compte, ils avaient toujours raison. Mais quand je sortais, je disais, ouais, il est nul ton voyant. Et en fin de compte, ils n'avaient pas tort. Mais bon. Et avec le recul, tout ce qu'ils vous ont dit à l'époque, ah oui, oui, tout ce qu'ils m'ont dit, oui, ça s'est passé. Ah, oui, oui, oui. C'est vrai? Oui, 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 oui. Ah oui, oui. Oui, ça, et à l'époque, je râlais. Et à 14 ans, j'ai commencé à m'intéresser aux cartes. Maman m'a offert mon premier jeu de cartes. J'ai commencé à tirer les cartes. 15 ans, 16 ans. Et là, je me suis mise à tirer les cartes pour les personnes. Donc des amis venaient et je tirais les cartes avec le jeu de cartes que maman m'avait offert. Et des jeux de cartes classiques, cœur, carreau, trèfle, pique. Et je tirais, on me disait, mais c'est impressionnant. Et je pense que j'ai joué un peu avec les énergies sans pouvoir les maîtriser. Et là, je commençais à être malade. Et maman m'a dit, tu arrêtes tout. Tu arrêtes tout. Sauf que la maladie a continué. J'ai fait une anorexie très importante jusqu'à mes 18 ans. Et là, j'ai tout fermé. Ça a été fini. Donc j'ai commencé, j'avais 17 ans. Et là, j'ai pu toucher aux cartes, j'ai tout rangé, j'ai pu canaliser, j'ai demandé à tout fermer. Vous pensez qu'il y avait un lien de cause à effet? Moi, je pense qu'il y a eu un lien. Un lien, parce que l'anorexie, c'est la relation avec le corps, avec l'incarnation, puisqu'on n'alimente plus son corps, on se détache de son corps, de sa souffrance. Il y a quand même eu des abus, des viols, de la violence. Je pense aussi qu'il y a le détachement du corps, souvent, quand on est battu, enfant, et même, je pense, adulte. On se détache du corps, c'est une manière de se détacher de la souffrance que l'on peut avoir avec le contact physique. Donc il y a une dissociation qui se fait. Et souvent ça crée des fois ces anorexies, la boulimie, l'alimentation, les addictions, des choses qui sont compliquées dans la vie de beaucoup de monde. Et du coup je me suis fermée à tout. Donc après je me suis soignée parce que moi à 19 ans, à force de maigrir, de ne plus m'alimenter, je pesais 19 kilos. Donc j'ai fait plusieurs mois à la Péronie à Montpellier. Donc on m'a fait sortir avec un poids correct. Et c'est vraiment seulement quand j'ai eu ma première fille que le fait d'avoir un enfant, il y a eu quand même une part où je me suis un peu oubliée moi autour, c'est-à-dire il y a eu tourné autour de mes problèmes et de mon nombril. J'ai commencé à tourner mon regard sur le bien-être d'un autre être qui était ma fille. Mais quand même, je continue à faire des fois des crises. Je contrôlais énormément mon corps, je faisais énormément de sport. Tout était maîtrisé, contrôlé continuellement. Donc il y avait quand même encore beaucoup de souffrances intérieures, troubles alimentaires fréquemment. C'est seulement vraiment à partir de ce burn-out et que j'ai vraiment travaillé sur mon histoire, mes blessures, mon père, les violences, les abus,
que là, en fin de compte, petit à petit, tout s'est effacé, enfin, a disparu au fur et à mesure. Je sais que j'en avais fait 1 ou 2 dans les 6 premiers mois de mon cheminement. Et après, ça a été fini. Et je crois que pour moi, c'était ma première vraie victoire. C'est de pouvoir m'alimenter, pouvoir être bien avec mon corps. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai arrêté tout le sport excessif. Je fais que du yoga. J'ai arrêté de faire, je courais, je faisais 7 heures de patinage par semaine. Je courais 1 heure par jour sur un tapis. Je faisais 4 heures de squash par semaine. Ah non, mais c'était... Ah oui. Et si je ne le faisais pas, pour moi, c'était un stress, une angoisse le soir où je me disais, demain, je vais me réveiller, j'ai pris 1 kilo. Voilà, je me voyais grosse tout le temps. Voyez, je me disais, mon corps va grossir. Donc, il fallait que tout soit comme ça, parfait. Et donc, c'est une vraie souffrance intérieure parce qu'on ne lâche jamais prise. Il y a une rigidité sur soi et sur sa vie qui est hyper importante. Et donc, ça passait par l'alimentation aussi. C'est pour ça que c'est intéressant de voir quand on dit qu'on devient thérapeute, qu'on accompagne évidemment ceux et celles qui vous sollicitent, de bien préciser que le travail a été fait sur vous en amont. Oui. Sur soi-même. Oui, tout à fait. Et là, pour le coup, vous l'avez fait ce travail, clairement. Parce que entre le transgénérationnel, oui. Le vécu spécifique de votre adolescence, de votre enfance, des traumas que vous avez évoqués, évidemment, qui sont extrêmement lourds, plus ensuite le burn-out qui vient ponctuer ça en disant maintenant stop. Oui. Clairement, bon, on peut comprendre qu'effectivement, il y a un cheminement à faire et qu'il y a un travail à faire, ce que vous avez fait. Ce qui vous permet aujourd'hui d'être disponible, open et de comprendre ceux et celles qui viennent vous Mais les gens ne le voient pas comme ça. Quand ils me voient aujourd'hui, des fois, je leur raconte quand je vois qu'ils ne sont pas bien, qu'ils pensent que ce n'est pas possible, qu'ils ne pourront pas changer, qu'il y a un côté fataliste et figé dans leurs problématiques. Je leur raconte un peu mon histoire et ils me répondent « Je ne pensais pas que tu avais vécu ça ». Là, j'avais fait une vidéo, on me voyait bien et je mettais des commentaires où les gens disaient « Sonia, t'es lumineuse, t'es super ». Et après, je mettais, voilà, abus, violence. Et beaucoup ont été étonnés parce qu'ils ne voient que la Sonia d'aujourd'hui, qui est sur les réseaux, qui est épanouie, même si évidemment j'ai du chemin encore à faire et j'en fais toujours, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ils ne voient pas ça. Donc des fois, c'est bien d'en parler. Je n'aime pas trop parler. Moi, je suis là pour aider les autres, pour parler d'eux, pas de moi. Mais je le fais des fois pour faire comprendre. Si moi, j'ai pu le faire, je ne suis pas supérieure à toi, je ne suis pas au-dessus de toi. Ça demande du temps, ça demande de la rigueur, ça demande de la discipline, d'où des fois mes rituels. Et voilà, parce que je sais que ça me gère dans mes émotions, ça m'aide. Mais avec vraiment de la foi, de la confiance, du travail intérieur, de l'accompagnement des fois, aussi s'autoriser à que quelqu'un nous prenne en main, d'investir dans les soins. Moi, je me souviens, je faisais des ménages dans la salle où j'allais faire du yoga. Du coup, elle me dédommageait et en contrepartie, je pouvais du coup faire des soins avec elle parce que je n'avais pas d'argent, j'étais en galère, mais ça me permettait de me soigner et j'aurais pu prendre cet argent pour autre chose. Mais non, je le mettais dans mes soins parce que je savais que j'en avais besoin. Mais de s'investir, eh bien si, on peut. Il n'y a aucun problème. Mais en effet, ça demande ta part de responsabilité. Ça ne se fait pas tout seul. Moi, en tant que thérapeute, je ne suis pas la magicienne. À certaines personnes, je le dis, quand ils arrivent, je dis, moi, le soin magique et miraculeux, je n'ai pas en stock dans mon cabinet de thérapeute. Moi, ça, j'ai pas. Il y en a peut-être qui ont, mais moi, j'ai pas. J'ai des soins, je peux t'aider, fais-moi confiance, mais par contre, un soin et tout va aller mieux dans ta vie, j'ai pas. Donc, soit c'est OK, soit c'est pas OK, mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'est honnête. Ah oui, moi, je suis honnête. Non, le soin... qui appelle, qui dit voilà, je ne suis pas bien dans ma vie tout bloc, je n'arrive pas à me lancer professionnellement. Voilà, je voudrais un soin pour aller mieux. D'accord. Alors, ok, tu as un problème avec ton masculin, et que papa, du coup, il n'était pas présent dans ta vie. Ben non, c'est vrai, papa, c'est compliqué. D'ailleurs, je lui en veux, je suis en colère. Donc, j'ai un masculin blessé, il y a ci, il y a ça. On peut faire ça, ça et ça. Ah, mais si je fais ça, du coup, ça fait tout? Non, le soin qui fait tout, ça n'existe pas. Le soin couteau suisse, ça n'existe pas. En tout cas, moi, je ne peux pas le voir de cette manière. Ce n'est pas possible. Si on faisait un soin et tout le monde allait bien, je pense que d'une, ça serait. Et puis, on serait déjà tous bien épanouis dans nos vies. Exactement. Donc, je veux dire, il faut prendre conscience
qu'on a des mémoires qui sont ancrées, des croyances imitantes de parents. Par exemple, quand ton enfant, mais t'es nul, tu n'y arriveras jamais, mais t'es nul ou quoi, mais t'es nul ou quoi. Mais tu ne te rends pas compte, mais l'enfant, ben, il peut le faire. Moi, j'ai une anecdote d'une petite fille comme ça. Et en fin de compte, on lui disait que mais t'es une autiste, parce qu'elle n'arrivait pas à faire ses devoirs, et qu'avait été voir un professeur de gym que je connaissais, qui s'occupait aussi de personnes handicapées autistes, et m'a raconté que du coup, la petite fille avait été le voir. Et elle lui avait dit, mais je vois que tu t'occupes de personnes handicapées. Mais elle avait 6 ans, 7 ans. Tu penses que moi, je suis autiste? Il a regardé, il dit, mais non. Pourquoi tu dis ça? Elle me dit non, parce que quand j'y arrive pas, mon papa, il me dit que je suis une autiste. Et d'un coup, il était venu me voir pour me le raconter et il me dit, on ne se rend pas compte des fois l'impact. Mais même moi, je ne suis pas parfaite. Hein. Il m'a fallu me pardonner en tant que maman parce que j'avoue que je n'avais pas cette connaissance pour l'éducation au départ de mes filles. Et des mots et des choses, j'en ai faites et je ne blâme personne. Hein. Je ne suis absolument pas parfaite. Hein. Absolument pas. C'est pour ça que des fois, on me dit, oui, regarde telle personne. Je dis, mais attends, mais tu crois que moi, je sors d'où? J'ai trompé, j'ai menti. Non, mais voilà, si aujourd'hui, j'essaie d'avoir ma conscience là-dessus, ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Donc, il faut prendre du recul aussi par rapport à ça. Mais c'est vrai que oui, ça demande du temps. C'est tellement ancré que ça ne peut pas s'enlever comme ça d'un coup de baguette magique. Et j'essaie de faire du mieux que je peux, mais en effet, non, le soin miraculeux, je n'ai pas. Oui, oui, et puis effectivement, il y a une part de responsabilité Mais bien sûr. de chacun, Mais bien de sûr. se prendre en main, d'investir sur soi, vous l'avez dit, et puis et de ne pas attendre le coup de baguette magique comme ça. Puis même dans nos vies, de changer nos habitudes. Alors justement, vos habitudes, moi je suis admiratif de ça. Vous avez mis en place une sorte de rituel, hein, le Miracle Morning, comme certains l'appellent. J'appelle ça la routine matinale. Voilà, la petite routine matinale. Donc vous vous levez à 4h45. Oui, entre 4h45 et 5h du matin. Tous les jours? Tous les jours. Même le week-end? Même le week-end, même en vacances. Waouh! Bon. Je vais effrayer certaines personnes. Alors je ne demande pas que tout le monde fasse ça. Hein. Certaines personnes que j'accompagne essayent et du coup, elles s'auto-flagellent en quelque sorte en disant voilà, moi je ne fais pas comme Sonia, mais je dis mais c'est pas grave. Chaque fin fait du mieux qu'il peut. Oui, vous avez trouvé votre équilibre de cette manière-là. Voilà. Donc, après, j'invite des gens, sincèrement, à le faire, essayer de se trouver une routine, mais qui leur plaise, avec des choses qui leur plaisent. Donc 5h du mat, prière, méditation, sport. Oui. Ça, c'est déjà le trio de base quand on se lève. Voilà. Alors, généralement, c'est je me lève. D'abord mes chats, quand même. Mais après, c'est vrai que j'ai une pièce, un bureau, qui est consacré à mes connexions, où j'écris des messages, je prie. J'ai besoin de me connecter avec moi-même. Pour moi, les premières minutes de la journée vont conditionner le reste de la journée. Si on regarde son téléphone, on s'ouvre vers l'extérieur, vers le monde. Donc ta journée va être tirée que sur l'extérieur, pas sur toi. Sauf qu'il faut partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. C'est pas possible, l'inverse, ça ne marche pas. Donc moi, je fais quelque chose qui est connecté avec moi-même, qui me permet de m'apaiser, de recevoir des messages, des fois parce que j'ai des questionnements, parce qu'il m'arrive des épreuves, donc je demande conseil à Dieu. J'appelle mon père, et donc je lui demande pourquoi je vis ça, comment je peux aborder la situation, de m'aider aussi à avoir un cœur plus grand pour pardonner, des fois parce que je sens que quelqu'un m'a blessé et que je rumine, donc j'essaye aussi de m'apaiser de ce côté-là, d'essayer de comprendre comment je peux essayer d'aborder cette situation. Et après, généralement, ça va être des petites prières, du yoga, des étirements. Voilà. Et puis aussi, m'occuper de ma maison, mais avec un cas, c'est-à-dire que je ne touche pas mon téléphone. Je ne veux pas regarder les réseaux sociaux, je ne veux pas regarder mes mails, je ne veux pas regarder tout ça. Pour moi, c'est l'extérieur, c'est le monde. Et j'ai besoin d'abord d'être, moi, connectée avec mon être spirituel. Et après, quand je suis bien, à ce moment-là, je vais voir ce qui se passe. Et j'ai remarqué qu'une ou deux fois, ça m'arrivait de voir passer ce que je mets de la musique. Je mets des louanges ou des musiques vibratoires, des choses, j'aime beaucoup certains auteurs ou musique. Donc je mets ça dans mon casque pendant que je fais mon lit. C'est important aussi pour moi de faire le lycée, je clôture la nuit. Donc du coup, je me mets dans l'énergie de la journée. Et de regarder, parce que je mets une musique par exemple sur YouTube et il y a une publicité. Donc j'ignore pour la musique d'après, de voir une petite notification. Et donc, j'avais cliqué pour regarder. Et selon le message, de suite, je commence à penser à la réponse. Si c'est quelque chose qui ne me va pas,
parce que je vois un message qui va pas, qui peut être une plainte ou une réponse qui n'est pas alignée avec moi-même, je n'arrive plus à me concentrer sur ce que je fais. Et on est tous comme ça. Et là, attends, mais il m'a dit ça, et pourquoi? Comment je vais y répondre? Déjà, je commence à penser à la réponse et je n'arrive plus du coup à être concentrée sur moi, sur ce que j'ai besoin. Donc, je me l'impose. Après, chacun, voilà, j'oblige, là, en parlant comme ça, ne pensez pas que tout le monde doit faire ça et que c'est la solution. Je vous parle de mon expérience, donc je le répète. Mais c'est vrai. Et après, moi, je m'aperçois que des fois, le matin, je me lève. Ça nous arrive de se lever avec ce côté, je ne suis pas dans un bon mood. Voilà, il y a quelque chose, on a fait un mauvais rêve, on n'a pas bien dormi, on n'est pas bien, on est un petit peu fermé. Je m'aperçois que quand je fais ça, d'un coup, ça m'ouvre, ça me canalise, je fais des respirations. Et je commence ma journée. Du coup, je suis au bureau à 7 heures. Donc, je commence mes soins, des fois à 8 heures, 8h30, c'est un peu plus rare, mais généralement à 9 heures, ma journée en tant que thérapeute. Et à 7 heures, ça me permet tranquillement de faire mes mails, d'aller voir les réseaux sociaux, de répondre aux messages sur mes réseaux, Instagram, YouTube, peu importe, regarder mes mails. Mais du coup, je suis vraiment disponible pour les personnes. Je suis vraiment là pour leur accorder du temps, pour répondre aux commentaires, pour faire une petite story. Et c'est vrai que j'ai besoin de ça. Dès que je ne le fais pas, j'ai été dans des situations où je ne pouvais pas le faire, au bout de 3-4 jours, je suis plus facilement en colère. Je m'énerve plus face aux situations. Le matin, je me lève. Faut pas me parler. Je sens que tout est un peu comme une agression. Voilà. Donc, j'ai testé. Ça fait plusieurs années que je le fais. Et en fin de compte, c'est même pas une contrainte, c'est un plaisir. Parce que comme je sais le bienfait que ça me fait, c'est un vrai bonheur. C'est quelque chose que j'aime, quoi. Voilà, j'aime rentrer dans cette pièce, m'asseoir, c'est mon moment à moi, et voilà, il n'y a même pas, oh, faut que j'y aille. Non, c'est à la limite, j'y vais, quoi. Ça y est, c'est mon moment où je peux y aller. Vous remarquerez qu'on ne sait pas à quel moment le cappuccino ou le double cappuccino arrive. Alors, le double cappuccino, généralement, il arrive quand je vais au bureau. Bon, ouais, voilà. C'est ça. Avant, je ne prends pas le cappuccino. En tout cas, on a bien compris vous ritualisez quand même votre quotidien. Vous vous rendez compte aujourd'hui, avec le recul, de la transition de vie incroyable, le virage que vous avez pu prendre? C'est incroyable quand même. Quand je vois la vie avant, c'était du chaos total, c'était n'importe quoi, mon alimentation, mon rythme de vie, c'était dissolu, dissocié, toxique. J'étais toxique avec moi-même, avec les autres. Et ce côté rituelique aussi, c'est pour le psychisme. Je fais aussi des jeûnes réguliers, je travaille beaucoup, je regarde beaucoup de grands coachs au niveau psychisme pour amener des bonnes énergies. Mindset, comme on dit. Exactement. Et je m'inspire beaucoup des fois, j'écoute aussi des vidéos comme ça. C'est hyper important et moi je crois en ça. Je crois qu'on peut maîtriser notre esprit, que nos pensées ont un pouvoir énorme. Et c'est là le problème. C'est que pour moi, l'ego, les pensées, le mental, on ne doit pas le détruire. Absolument pas. On en a besoin pour être des gens civilisés, pour nous structurer, pour réfléchir, pour solutionner. Mais dès lors que les pensées ne sont pas bonnes, c'est là que ça commence à devenir compliqué. Donc, on ne doit pas être au service de notre mental, mais on doit se servir de nos pensées pour créer la vie dont on a envie. Et c'est ça que j'essaye de faire. Donc, dès lors que l'on gère ça, ça va mieux. Et ce que je dis, par exemple, si on prend les troubles alimentaires, souvent, il y a beaucoup de psychiatres, je ne jette pas la pierre sur eux, ou psychologues, qui vont te dire, gère ton alimentation, note ce que tu manges, quand tu as faim, va boire de l'eau. Et j'ai connu, et ma fille, et d'autres personnes aussi. Et en fin de compte, ça ne fonctionne pas parce que le problème du trouble alimentaire, c'est une émotion qui n'est pas gérée. C'est la problématique de l'abus, du rejet, l'humiliation, peu importe. Et en fin de compte, on soigne l'effet. Le trouble alimentaire, c'est seulement la conséquence, l'effet d'une cause plus profonde. Les pensées, c'est pareil. En fin de compte, dès lors que tu comprends la cause et que ta pensée vient de créer ce que tu ne veux pas, ou le comportement, ne change pas ton comportement. Va chercher la pensée qui crée ça, va chercher la blessure, va chercher l'émotion. Et en fin de compte, le reste va suivre. Automatiquement, au bout d'un moment donné, tu vas créer autre chose dans ta vie. Ça peut être dur à dire, quel que soit le monde dans lequel la personne vit, parce qu'on a tous notre monde, même si matériellement, on est dans la même pièce, mais nous, dans notre tête, on a des mondes différents. Le monde extérieur, c'est le reflet de notre monde intérieur. Quand c'est le chaos dehors, c'est que c'est le chaos à l'intérieur de toi.
Quand dehors c'est fluide, c'est parce que c'est fluide à l'intérieur de toi. Donc tout est un miroir finalement. Et du moment que tu commences à le voir de cette manière, en disant bon, ben, moi si je vois ça, c'est que peut-être il y a peut-être quelque chose dans moi qui est comme ça. Et ça m'arrive de voir une personne qui dit elle contrôle. Et du moment que je me dis ça, je me dis ah, sur la question, peut-être que toi aussi, le fait qu'elle fasse ça, tu essayes aussi de contrôler peut-être une phase de la situation et qu'on t'envoie un message. Alors, pas toujours, parce qu'on est créateur de nos vies, mais on est co-créateur, puisqu'on vit dans un monde où il y a plein de créateurs autour de nous. Je suis créateur, vous êtes créateur, Marc, donc automatiquement, on devient co-créateur dans ce monde. Je ne suis pas toute seule à le créer, mais les pensées, donc... Moi, je crois en ça. Donc, automatiquement, j'essaye de caler ma vie de cette manière, mais du moment que ça reste du plaisir, que ça me rend heureuse, que c'est aligné avec moi-même, je ne veux absolument pas que ce soit un fardeau, une contrainte, ou que le matin, je me lève à coups de bâton. Je l'ai fait des années, avec tout le travail que j'ai fait, avec mon enfance, avec des tas de choses où j'étais dans la peur, dans la crainte, dans l'angoisse. Aujourd'hui, je veux absolument que tout ce que je fais, même si ce n'est pas parfait, mais en tout cas, moi, ça me rend heureuse. Et ça vous correspond. En tout cas, j'essaye. Ouais, et que ça rend heureuse, en tout cas, mon entourage. Et vos filles, donc, elles sont dans la même énergie? Alors, j'ai une grande fille qui, elle aussi, exactement, travaille dans ce domaine. Elle est plus dans une énergie un peu différente de terre, de féminin sacré, de choses comme ça. Mais elle est dans cette énergie. Elle a été dans ce domaine parce qu'elle a vu ma transformation. Oui. Et un jour, elle m'a dit, maman, aide-moi. Donc, je l'ai un peu accompagnée, puis après, elle s'est prise en main, et voilà. Et la dernière, elle a des oracles, elle a des pendules, elle commence, c'est bien. elle commence à s'ouvrir, et donc, elle devient la coach de ses copines. Voilà. Et comme elle m'entend, elle parle, mais c'est bien parce que du coup, elle est dans une très bonne analyse elle-même, dans ses relations, et elle peut me dire, maman, je sais que c'est ma blessure d'abandon. Voilà, je me rends compte que c'est ma blessure d'abandon, que c'est pour ça que je réagis comme ça, il faut m'aider. Enfin, elle a conscience, elle a une grande maturité. Alors après, moi je suis à la maison, des fois elle m'entend, même si je ne lui parle pas de ce que je fais, mais automatiquement, voilà. Puis même moi, l'approche que j'ai avec elle, quand elle n'est pas bien, je lui explique pourquoi, qu'est-ce qu'elle ressent. J'essaie d'avoir cette approche que je n'ai pas pu avoir avant, mais il n'est jamais trop tard aujourd'hui d'agir. Et vous pouvez évidemment contacter... Sonia Jean, autour de cette vidéo, on va mettre les liens pour rentrer en contact avec vous. Il y a les ouvrages, il y a la chaîne YouTube, il y a comment on appelle ça, les coffrets oracles. Alors, j'ai 2 oracles, voilà. Un, bon, c'est les énergies christiques. L'autre, j'ai plus fait un oracle dans le soin pour travailler tous ces mémoires karmiques, les liens karmiques, tout ce qui est transgénérationnel, mémoire, liens et vie antérieure. Et après 2 ouvrages, donc un qui est plus médiunitarium, qui est pour le développement des capacités, donc lié plus à la médiumnité et au potentiel, au talent spirituel. Le deuxième qui est sorti là au mois de janvier, qui est sur travailler sur ses blessures, les conscientiser. Voilà, un peu le travail que j'ai fait au tout début moi-même, donc je l'ai mis en livre pour aider les personnes. Comme ça, elles ont un petit ouvrage pour s'aider. Je pensais bien que de donner des clés, on est là pour partager notre savoir, pour que chacun puisse avoir l'opportunité de pouvoir à la maison s'aider et transcender. Bien sûr. Voilà, donc il y a un autre projet qu'en livre, mais déjà c'est bien. C'est bien, le cheminement est incroyable. Et si on mettait ça sur une échelle de temps, vous avez mis combien de temps en fait, entre l'ancienne et la nouvelle Sonia? Là, 11 ans. 11 ans. 11 ans, voilà. Parce que j'avais 42 ans quand j'ai commencé, 41 ans et demi exactement, et je suis partie, je venais d'avoir mes 42 ans, et là j'en ai 53. Mais ça ne me gêne pas de le dire, j'assume. Totalement. Donc voilà, ça fait 11 ans. Et en plus, vous êtes du signe du cancer. Oui. Ah, les meilleurs. Évidemment. Évidemment. Et souvent les plus sensibles. Ah, c'est une dos, hein. Famille, sensibilité, émotion. Alors, on a parlé donc des ouvrages, on a parlé des oracles, on a parlé de l'accompagnement, évidemment. Et puis, on va terminer sur le programme en ligne qui s'appelle Médiumnitarium. Voilà, exactement. Alors, en fait, quand il y a eu le livre, mais je fais un programme en ligne Médiumnitarium. Alors là, c'est un programme en groupe. Après, je fais 2 accompagnements, mais là, c'est personnalisé. Donc, nous en parlions brièvement tout à l'heure, qui est le Lightworker. Donc, pareil, travailleur de lumière, artisan de lumière qui permet
de venir aider la personne, mais là vraiment, je suis qu'avec elle. Donc c'est à travers elle, son cheminement, où c'est qu'elle en est, ses blocages. On va travailler dans le développement et s'il faut des fois faire des soins, on en fait. Après, il y a le Soul Healing, pareil, c'est très personnel, mais là, on est vraiment que dans la guérison. Et Médiunicarium, on est sur un programme qui est en ligne, qui permet voilà, de développer, d'exercer à travers ce que j'appelle l'éclair, c'est-à-dire le clair ressenti, la clairaudience, de pouvoir s'exercer aux cartes, aux pendules, canaliser avec son âme, se reconnecter à soi, apprendre à recevoir les messages. Mais à travers, vraiment, moi, ce que j'aime, c'est l'expérimentation. Connais-toi toi-même, tu connaîtras les dieux et l'univers. C'est en expérimentant qu'on sait qui on est. Tu peux lire des livres, mais si tu sais pas, c'est comme une voiture, tu peux pas prendre le code de la route, mais tant que tu n'es pas entré dans la voiture, que tu as le volant entre tes mains, tu ne sauras pas conduire. C'est en étant sur la route que tu apprends. Et bien c'est exactement pareil. Donc il y a évidemment des vidéos, des PDF, mais après moi ce qui m'intéresse c'est expérimenter. Donc je suis là pour amener les gens à s'expérimenter, les accompagnements à travers ce programme. Il y a le livre, mais le livre sont des exercices complémentaires, mais différents. C'est-à-dire que le livre n'est pas pareil que le programme en ligne. Donc on peut avoir les deux, ça peut être le complément. On peut soit passer directement par le programme qui est beaucoup plus riche, il y a beaucoup plus de modules, ou le livre qui est déjà un point de départ pour un petit peu s'expérimenter. Sonia Jean, moi je suis touché par votre approche et je pense que vous êtes une belle personne. Oh merci. C'est vrai? Je suis très touchée, vous merci. Vous êtes une belle personne, sensible et votre parcours mérite aujourd'hui de trouver la paix et l'apaisement et je trouve que c'est chouette que vous ayez fait ce cheminement et que vous ayez vous rayonnez de cette manière-là. Super. Merci. Parce que j'essaye du mieux que je peux, j'essaye de rester humble quand même. Et vous l'avez dit au tout début en disant mais moi j'ai pas une formule magique, je ne suis pas la fée qui va débarquer, qui va vous dire hop là 3, 2, 1, non, évidemment. Non, moi non, je pense que j'ai pas la vérité absolue, je suis juste Sonia, voilà, j'essaye de faire du mieux que je peux, d'aider humblement, et voilà, et dès que je peux aider, pour moi, c'est la plus belle récompense, en tout cas quand je vois les personnes qui évoluent, qui me donnent des nouvelles après, voilà, j'ai lancé mon entreprise, j'en suis là, ou tiens, il y a mon livre qui sort, ou ça y est, je me suis lancée Sonia, je me dis ou qu'ils vont mieux, tout simplement, je me dis, Sonia, je vais arrêter, parce que vraiment, ma vie va beaucoup mieux, je te remercie. Voilà. C'est super. Je suis contente. Sonia Jean, vous partagez, vous commentez. Je me demandais juste quelle est la spécialité gastronomique de Tarbes. C'est une bonne question. Vous savez pas? De Tarbes? Ouais. Je ne sais pas s'il y a une spécialité, je ne sais plus. Enfin, bref, parce que moi j'étais resté sur le cassoulet, parce que, voilà, mais en fait vous me dites que non. Donc, moi je dirais que le cassoulet quand même, non, c'est plus Castelnaudary et Toulouse. Toulouse et tout ça, rien à voir. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça d'ailleurs, parce que j'ai une petite faim. Merci Sonia en tout cas, merci infiniment. Avec plaisir, merci de m'avoir accueilli. Merci infiniment et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.